Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Sophie Carangal, responsable du service économie circulaire et déchets à la région Île-de-France. Et je suis particulièrement heureuse de vous accueillir pour ce webinaire co-organisé par la région Île-de-France et par la direction régionale de l'ADEME sur le tri à la source des biodéchets. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional de prévention et de gestion des déchets d'Île-de-France, qui après une large concertation a été approuvé en novembre 2019. Ce plan constitue aujourd'hui un document de référence, un document cadre pour l'ensemble des acteurs franciliens et nous verrons tout au long de la journée comment et avec quelles actions il est possible sur le territoire, sur notre territoire, contraster, d'atteindre les objectifs de généralisation du tri à la source des biodéchets. Avant de vous présenter le programme de la journée, je tiens à remercier chaleureusement Marie Boursier, ingénieure à la direction régionale de l'ADEME, avec qui nous avons travaillé sur le programme de cet événement et qui nous accompagnera tout au long de la journée, ainsi que Nicolas Poutot et Camille Hulot, qui sont les chevilles ouvrières de l'organisation de cet événement et que je remercie d'autant plus que nous l'organisons à distance sous un format webinaire et que c'est une première pour nous. Donc vous nous excuserez s'il y a quelques aléas techniques. Le programme de la journée et les consignes pour le webinaire sont les suivantes. Pour le programme, nous commencerons par une séquence d'ouverture sur les objectifs du plan et qui seront complétés par les actualités réglementaires et les modalités d'accompagnement de la région et de l'ADEME des acteurs franciliens, qu'elles soient techniques ou financières, pour atteindre la généralisation du tri à la source des biodéchets. Cette première séquence sera complétée par un panorama du tri à la source des biodéchets, tant du point de vue de la collecte que du point de vue du traitement. S'en suivra une première table ronde qui visera à répondre à la question comment passer de l'expérimentation à la généralisation et à la massification du tri à la source des biodéchets. Nous nous quitterons après pour la pause déjeuner pour nous retrouver à 14 heures précises pour une série de pitchs pour présenter des solutions innovantes de proximité pour trier et valoriser ces biodéchets. Enfin, nous terminerons la journée à 15 heures par une deuxième table ronde qui sera consacrée à la nécessaire complémentarité des dispositifs de tri à la source des biodéchets que nous devons mettre en œuvre sur l'ensemble des territoires franciliens si nous voulons atteindre les objectifs quantitatifs élevés que nous nous sommes fixés collectivement dans le cadre de la planification régionale. Cette journée s'achèvera à 16h30. Quelques consignes pour que cette réunion à distance se déroule au mieux. Gardez vos micros fermés, vos caméras coupées. Passez par le chat pour poser vos questions. Les modérateurs de l'équipe relayeront vos questions à la fin de chaque séquence aux intervenants. Et enfin, cet événement sera disponible en replay. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bons échanges et je passe la parole à Nicolas Poutot, chef de projet du PRPGD, qui va vous présenter ce document cadre régional et ses objectifs sur le tri à la source des biodéchets. Bonjour à tous, je suis Nicolas Poutot, le chef de projet du PRPGD au sein du service économie circulaire et déchets à la région Île-de-France. Donc, qu'est-ce que le plan régional de prévention et de gestion des déchets? C'est un document de planification qui concerne l'ensemble des flux de déchets, que ce soit les déchets dangereux, les déchets du BTP, mais aussi les déchets des ménages. Et justement, il concerne à la fois les déchets des ménages, comme je viens de l'indiquer, mais aussi les déchets des administrations et des entreprises. C'est un document de planification qui comprend un état des lieux, de la prospective, des objectifs à 6 et à 12 ans, ainsi que des plans d'action dédiés pour chacun des objectifs du PRPGD. Le choix qui a été fait en Île-de-France, c'est justement que ces objectifs soient réalistes, tenant compte des spécificités territoriales sur lesquelles on reviendra tout au long de cette journée consacrée aux biodéchets. La particularité de notre PRPGD, puisque l'ensemble des régions de France ont l'obligation de rédiger un PRPGD, c'est que nous avons, nous, de notre côté, sur le territoire francilien, réalisé avec l'ensemble des parties prenantes et avec une très large concertation pour aboutir justement à ces objectifs réalistes qui ont tenu compte de ce que nous disaient les acteurs de terrain, tout en tenant compte également de la déclinaison des objectifs européens et nationaux qu'il a fallu intégrer dans ce document de planification.
Le PRPGD d'Île-de-France est composé de 4 chapitres ainsi que d'un rapport environnemental. Et vous voyez à l'écran les 2 chapitres, les 3 chapitres, pardon, sur lesquels vous allez retrouver et pouvoir retrouver des informations spécifiques sur le tri à la source des biodéchets. Donc le chapitre 2, dans le volet complètement dédié aux déchets organiques. Dans le chapitre 3, dans la partie dédiée aux filières de valorisation et d'élimination des déchets non dangereux. Et enfin, dans le plan régional, en faveur de l'économie circulaire, c'est-à-dire le chapitre 4 du PRPGD. Ce PRPGD francilien, il est composé de 9 grandes orientations, dont 2, une nouvelle fois, comportent des informations dédiées au tri à la source des biodéchets. Donc c'est la grande orientation numéro 3, mobilisation générale pour réduire nos déchets, avec une priorité très forte donnée à la prévention et la réduction des déchets sur le territoire francilien. Et enfin, la grande orientation numéro 5, relever le défi du tri et du recyclage matière et organique, qui comporte, comme je l'ai indiqué, des éléments spécifiques au tri à la source des biodéchets. Si on met un peu le focus sur ces grandes orientations et sur les priorités qui ont été données au PRPGD d'Île-de-France, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une priorité essentielle qui a été donnée justement à cette réduction des quantités de déchets produites et collectées sur le territoire francilien, avec un axe fort et une volonté très forte de mettre l'accent sur la réduction du gaspillage alimentaire et le déploiement du compostage de proximité. Donc un objectif très fort a été intégré dans le PRPGD sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec une diminution de moins 50% en 2025 pour atteindre moins 60% en 2031. Cet objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire a d'ailleurs depuis été réintégré dans la loi du 10 février 2020, puisqu'il y a un objectif qui s'en approche de diminution de moins de 50% en 2025 pour les secteurs de la distribution alimentaire et de la restauration collective et de moins 50% en 2030 pour les secteurs de la consommation, de la production et de la restauration commerciale. Première priorité du PRPGD, un objectif très fort de réduction du gaspillage alimentaire et un objectif très fort de gestion in situ à travers le compostage de proximité. Voilà. Et l'autre élément qu'il faut retenir aussi, enfin l'un des autres éléments qu'il faut retenir du PRPGD, c'est une généralisation du tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs à l'horizon 2025, échéance qui a été ramenée à 2024 au plus tard dans le cadre de la loi que j'évoquais précédemment, la loi du 10 février 2020. Les grands principes de planification qu'on a inscrits dans le PRPGD concernant le tri à la source des biodéchets, il y en a d'autres, mais les 3 principaux qu'on a souhaité mettre en avant lors de cette rencontre aujourd'hui, c'est la nécessité de structurer une nouvelle filière donc sur la base des plus gros gisements de biodéchets. Le souhait aussi d'inviter les collectivités territoriales à compétences déchets de mener des études territoriales pour qu'ils identifient sur leur territoire quels seraient les dispositifs les plus adéquats et les plus à même de répondre à cette obligation de tri à la source des biodéchets, d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue financier, en fonction de leur histoire, en fonction des actions qu'elles ont déjà développées, en fonction des moyens qu'elles peuvent mettre en œuvre. Voilà, donc une volonté que les collectivités à compétences déchets remettent à plat et qu'elles établissent sur leur territoire quelles sont les meilleures solutions, ou quelle est la meilleure solution s'il n'y en a qu'une qui se dégage. Et enfin, troisième nécessité, qui a été retracée à plusieurs reprises lors de la phase d'élaboration du PRPGD, c'est cette volonté, ce souhait qu'il y ait des partages d'expériences et de bonnes pratiques entre les différentes parties prenantes sur les différents sujets que peuvent représenter, recouvrir le tri à la source des biodéchets. On a remis sur cette diapositive quelques éléments chiffrés qui concordent avec ce qu'on évoquait précédemment, à savoir une priorité donnée à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc si on met une priorité sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et sur le déploiement du compostage de proximité, évidemment, les gisements qui vont pouvoir être collectés dans le cadre de collecte au porte-à-porte, si c'est cette solution-là qui est retenue pour le tri à la source des biodéchets, vont être beaucoup moindres que ce qu'ils n'auraient pu être
s'il n'y avait pas eu ces actions et la mise en œuvre de différentes actions pour réduire les quantités à travers le déploiement de la lutte contre le gaspillage alimentaire ou le déploiement du compostage de proximité. Ce qu'on retient aussi à l'appui des travaux qui ont été menés dans la phase d'élaboration du PER-PGD, c'est des capacités qui sont insuffisantes et qu'il est nécessaire justement de créer des capacités de traitement, de développement et à nouveau de mettre en œuvre des études pour identifier les possibilités de mutualisation entre les différents flux de déchets organiques et de travailler sur une maîtrise de cette chaîne de valeur pour favoriser le déploiement du tri à la source des biodéchets sur le territoire francilien. Je l'évoquais tout à l'heure en début de présentation. Le PER-PGD comprend à la fois une partie état des lieux, une partie prospective, des objectifs, mais également des plans d'action qui sont dédiés à chacun des objectifs qui sont inscrits dans le PER-PGD. On a remis sur cette diapositive quelques exemples d'actions que le PER-PGD préconise sur le territoire francilien, comme développer des outils de meilleure connaissance du flux et des flux de biodéchets et leurs évolutions dans le temps, la nécessité de rationaliser les moyens qui sont développés pour le tri à la source des biodéchets, dans l'idée de maîtriser les coûts de gestion de ce service public. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, de structurer cette filière biodéchets, et enfin de créer une dynamique d'économie circulaire sur notre territoire pour favoriser au maximum un retour au sol des biodéchets. Donc le PER-PGD, document de planification, élaboré en très large concertation avec un certain nombre d'acteurs et de parties prenantes sur tout le territoire francilien, et sa mise en œuvre, puisqu'il est adopté depuis le 21 novembre 2019, sa mise en œuvre, elle, incombe à la fois à la région, mais à l'ensemble des acteurs qui ont été associés. Et on a souhaité aussi vous rappeler dans cette dernière diapositive, justement, les moyens que la région a développés qui vont pouvoir justement aider les acteurs qui souhaitent mettre en place des actions autour du tri à la source des biodéchets. Notre dispositif d'aide en faveur de l'économie circulaire et déchets comporte différentes mesures pour lesquelles on a remis les deux principales qui concernent le tri à la source des biodéchets. Une possibilité de financement en investissement sur les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ou de déploiement du compostage de proximité. Donc c'est la première mesure sur les projets de prévention et de réduction des déchets. Et enfin, une deuxième mesure qui concerne le tri et le recyclage des déchets ménagers assimilés, à travers laquelle on va pouvoir aider en investissement aussi la création ou le développement de plateformes de compostage ou les études de type schéma territoriaux. Enfin, en complément de ces deux mesures qui relèvent de notre dispositif d'aide classique, il y a le budget participatif écologique qui permet pour les porteurs de projets qui le souhaitent de bénéficier de bonus ou de présenter des projets très locaux qui vont leur permettre effectivement de contribuer au tri à la source des biodéchets sur le territoire francilien. Donc vous retrouvez les liens Internet pour ces trois types d'aides qui existent actuellement au sein du service économie circulaire et déchets. Votre porte d'entrée, si vous souhaitez avoir plus d'informations, sont récapitulées dans cette diapositive avec les différents chargés de mission du service économie circulaire et déchets. On a remis également le lien vers la page Internet de la région dans laquelle vous retrouverez le PER-PGD dans son intégralité. Et enfin, le lien vers le Smart Service Mon Réflexe Zéro Déchet qui vous permettra de localiser à proximité d'une adresse que vous rentrez dans le site les acteurs qui travaillent en faveur du tri à la source des biodéchets ou qui œuvrent en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, je suis Marie Boursier, je travaille à l'ADEME, à la Direction régionale Île-de-France, et je fais partie du pôle économie circulaire et déchets. Et je travaille sur la collecte des biodéchets, mais aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire et les centres de tri. Donc je vais vous faire un petit point sur les actualités réglementaires sur le tri à la source des biodéchets. Donc tout d'abord, un rappel de la définition des biodéchets. Je pense que beaucoup de personnes le savent déjà, mais selon le Code de l'environnement, un biodéchet est un déchet non dangereux, biodégradable de jardin ou de parc,
ou un déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ou un déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. Donc ça prend en compte les déchets verts et les déchets alimentaires, mais pas les déchets issus de l'agriculture. Donc en février 2020, juste avant le confinement, on a eu le vote de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Donc je vais vous présenter les principales évolutions de cette loi. On a notamment un nouveau délai qui a été mis en place pour le tri à la source des biodéchets, donc qui a été rapproché au 31 décembre 2023 donc pour tous les producteurs de biodéchets, que ce soit des professionnels mais aussi les ménages. Donc ça implique que les collectivités territoriales proposent un service de tri à la source pour tous les ménages d'ici fin 2023. Et on a une modification sur le seuil pour les gros producteurs. Aujourd'hui, les gros producteurs, donc ceux de plus de 10 tonnes par an, sont obligés de trier leurs biodéchets. Mais à partir du 1er janvier 2023, ce sera les gros producteurs donc, qui seront des producteurs de plus de 5 tonnes de biodéchets par an qui auront cette obligation. Et on peut noter aussi qu'un décret devrait passer en Conseil d'État d'ici dans les mois qui viennent pour construire un indicateur qui permettra de savoir à partir de quand une collectivité a généralisé le tri à la source sur son territoire. Donc la loi permet aussi aux collectivités de commencer par mettre en place une collecte des producteurs non ménagers, donc pour des déchets assimilés, sans avoir mis une collecte pour les ménages. Donc cette dérogation est valable pour une durée de 5 ans. Et voilà, il faut savoir qu'en Île-de-France, on avait déjà des collectivités qui avaient mis en place de telles collectes sans collecter les ménages, et que du coup, ça clarifie un peu le cadre réglementaire. On a aussi une obligation pour les établissements recevant du public d'organiser le tri à la source des biodéchets. Donc par exemple les centres commerciaux qui doivent trier leurs biodéchets. Donc ça s'ajoute au tri 5 flux qui était déjà obligatoire depuis 2016. On a aussi un rappel de l'interdiction de brûlage à l'air libre des déchets verts. Donc c'était déjà interdit, et on a l'ajout de l'interdiction de la vente d'incinérateurs de jardin. Donc on verra normalement disparaître ces dispositifs dans les magasins, notamment de bricolage. Et on a le siège de l'ADEME qui a lancé une étude sur les pratiques de gestion des déchets verts avec un volet sociologique, donc afin de mieux comprendre en fait pourquoi il y a encore des gens qui brûlent leurs déchets verts dans leur jardin, par exemple. Et une analyse technico-économique pour établir le seuil de rentabilité des actions de sensibilisation des collectivités. Donc à partir de quand une action de sensibilisation sur le brûlage des déchets verts devient intéressante financièrement pour la collectivité. Et enfin, on a deux autres obligations. Donc une obligation de rapport national sur l'avancée du tri à la source des biodéchets. Donc la France devra transmettre ce rapport d'avancée au plus tard le 31 décembre 2021. Et enfin, on aura l'interdiction d'apposition des étiquettes sur les fruits et légumes à partir du 1er janvier 2022. Donc on devrait arrêter de retrouver ces étiquettes dans nos composts. Voilà, pour terminer, je vais vous parler un petit peu des outils et de l'accompagnement de l'ADEME. Donc les outils de l'ADEME, il y en a beaucoup. Là, je vous ai mis les derniers ou ceux qui me semblaient les plus pertinents. On a notamment 2 cahiers des charges dont les collectivités peuvent s'inspirer quand elles lancent des études. Le premier, c'est sur le tri la mise en place d'un tri à la source des biodéchets incluant une collecte. Et le deuxième, c'est sur les dispositifs de gestion de proximité.
Donc ces cahiers des charges vont être obligatoires s'il y a un financement de l'ADEME, mais même s'il n'y a pas de financement de l'ADEME, vous pouvez vous servir librement pour rédiger vos cahiers des charges. On a une étude récente sur l'évaluation des démarches de gestion de proximité avec 10 composteurs, enfin 10 sites en France qui ont été évalués. On a l'étude technico-économique sur les composteurs électromécaniques, donc qui est sortie en début d'année et qui va être complétée par une évaluation encore sur une dizaine d'expérimentations en France. On a deux autres études qui sont sorties en 2018. Comment réussir la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets et l'étude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets, qui apporte beaucoup de retours d'expérience sur les collectivités en France qui ont mis en place des choses et qui donnent voilà, des conseils. Est-ce que faut mieux prendre tous les déchets ou éviter de mettre les déchets verts, comment optimiser les fréquences, voilà. Vous pouvez aller aussi sur le site Optiged qui capitalise encore de nombreux retours d'expérience de collectivités, que ce soit sur la collecte ou la gestion de proximité, mais aussi sur le site du Réseau national compost citoyen. On peut noter aussi qu'on va avoir un guide amorce qui va sortir très prochainement, qui a été réalisé en lien avec l'ADEME et qui va mettre à jour vraiment les retours d'expérience sur les collectivités qui ont mis en place des choses. Et enfin, voilà, je vous ai mis le lien sur la médiathèque ADEME où il y a vraiment tout. Donc vous pourrez regarder plus dans le détail. Et pour terminer, je voulais vous parler des financements de l'ADEME. Donc on a notamment un site qui a été mis en place cet été, agirpourlatransition.adem.fr, qui regroupe tous les appels à projets de l'ADEME en cours, mais aussi les fiches de projets qu'on peut aider un peu tout le temps. Donc ce site est très bien fait, vous avez une partie grand public et vous avez la partie ensuite entreprise, association, collectivité, où vous pouvez mettre des filtres sur la région, sur le type de projet, et ça vous met voilà, toute la liste de résultats de projets qu'on peut financer. Vous pouvez aller voir aussi l'appel à projet économie circulaire et déchets. Donc là, la session est terminée puisque les dossiers de présélection peuvent être déposés jusqu'au 9 octobre. Mais voilà, si vous regardez le texte, vous aurez quand même une bonne vision du type de projet qu'on peut aider, même si ça va peut-être évoluer dans les semaines à venir avec le plan de relance. Les priorités vont peut-être être un peu modifiées. Et donc sur le tri à la source des biodéchets, aujourd'hui en Île-de-France, on va aider donc les études sur le tri à la source des biodéchets, donc une collectivité qui va regarder tout son territoire et qui va faire un diagnostic de ce qui existe déjà et qui va ensuite proposer des scénarios pour vraiment généraliser le tri à la source, donc avec un prestataire qui réalise l'étude. Et donc là, on peut aider jusqu'à 70% de l'étude. Ensuite, on va avoir tout ce qui est traitement des biodéchets, donc mise en place de plateformes de compostage, de méthanisation, et aussi les outils comme les déconditionneurs, hygiénisation. Donc avec une aide de 30% maximum sur ces dispositifs. Et enfin, la collecte des biodéchets ménagers. Donc là, soit la collectivité met d'abord en place une expérimentation et du coup c'est considéré comme une étude et un accompagnement par un prestataire. Donc là, on va pouvoir aider à 70% maximum des dépenses. Ou alors vraiment une mise en place effective de la collecte séparée. Et là, ça va être un forfait à l'habitant, donc de 10 € maximum par habitant desservi. Et là, on va avoir plus d'exigences. Et notamment, on va avoir des indicateurs à surveiller avec on va attendre une baisse de production d'OMR sur les 3 premières années de mise en place et une baisse ou une stabilisation de la quantité d'OMR et de biodéchets. Et le versement de la dernière part de la subvention sera soumis
à l'atteinte de ces objectifs. Donc tout ça est bien décrit dans l'appel à projet. Vous pourrez regarder dans les détails. Et enfin, ce que je voulais rajouter, c'est que sur le traitement des biodéchets, dans ce tableau-là, on voit pas la méthanisation parce qu'en fait, c'est un appel à projet conjoint entre l'ADEME et la région. Donc, c'est un dispositif vraiment. Enfin, c'est un appel à projet à part. Donc, le lien est dans le PowerPoint. Vous aurez tout ça aussi. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, Amandine Lemaire de l'ORDIF, l'Observatoire régional des déchets d'Île-de-France, département de l'Institut Paris Région. Je suis donc chargée d'études déchets ménagers et assimilés et je vais vous présenter aujourd'hui l'état des lieux sur le compostage de proximité, la collecte des biodéchets et leur traitement sur la région Île-de-France. Je vais commencer par le compostage de proximité. Il faut savoir qu'il y a différentes catégories de compostage de proximité, individuel et collectif. Donc c'est près de 16 000 composteurs et 4 300 lombricomposteurs qui ont été distribués en 2018 suite aux déclarations des collectivités à l'enquête DMA de l'ORDIF. Donc c'était 49 des 56 collectivités à compétence collecte qui ont déclaré avoir mené des actions de promotion de compostage domestique individuel, soit 80% de la population francilienne concernée. Le compostage collectif, quant à lui, donc c'est 54% des collectivités à compétence collecte qui ont déclaré avoir mené des actions de compostage en pied d'immeuble, soit 87% de la population francilienne. Donc c'était 964 sites équipés. Concernant le compostage de quartier et collectif autonome, on se rend compte que c'est majoritairement les collectivités qui sont couvertes par un plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés ou plan local de prévention qui développe en fait cette thématique. On constate également que ce sont globalement les mêmes collectivités qui développent les actions de compostage en pied d'immeuble, de quartier et autonome. Sur le compostage collectif autonome, ça a représenté 1091 sites en 2018 et ça concerne les EHPAD, les crèches, les écoles, mais également centres de loisirs, lycées, collèges et restaurants scolaires. Sur ces 1091 sites, c'est près d'un tiers qui se situe sur la ville de Paris, puisqu'à elle seule, elle possède 310 sites de compostage collectif autonome. Voilà pour le compostage de proximité. Maintenant, je vais passer à la collecte des biodéchets alimentaires, donc des ménages. 4 collectivités proposaient ce service, soit 6 765 tonnes collectées, avec 87% des tonnages du total collecté pour la collectivité de Cergy-Pontoise, où, suivant leurs estimations, c'est que 5% des tonnages. Ensuite, la ville de Paris, 160 000 habitants concernés, sur 2 arrondissements, le 2e et le 12e arrondissement en 2018, et à l'automne 2019, maintenant le 19e arrondissement était concerné par cette collecte, soit 187 000 habitants supplémentaires. Concernant Grand Paris Seine-Ouest, c'était 38 tonnes collectées, soit 132 000 habitants et 10 écoles. Alors le tonnage a été agrégé puisqu'on n'a pas eu la différenciation. Donc sur Ville d'Avray et Marne-la-Coquette, la collecte est faite depuis novembre 2018 et la perspective 2019 était d'étendre la collecte sur les marchés alimentaires. Concernant Est Ensemble, donc 36 tonnes collectées, expérimentation depuis octobre 2017 et l'expérimentation porte sur 3000 habitants. Mais en 2019, le but était d'étendre la collecte à tout le quartier de Romainville et de faire un bilan sur cette expérimentation-là. Maintenant, concernant la collecte des biodéchets alimentaires, donc des gros producteurs, c'était 8 collectivités concernées en 2018, soit 3406 tonnes collectées, sachant que 71% des tonnages proviennent de la ville de Paris, avec ses plus de 2420 tonnes. C'est pour la ville de Paris, 8 marchés couverts et 53 marchés découverts qui sont concernés et qui sont collectés depuis 2016. Des gros sites de restauration de la ville aussi, 75 restaurants scolaires, 13 établissements du centre d'action sociale et 8 restaurants administratifs. Donc représente le plus gros des tonnages. Ensuite, il y a Boucle Nord de Seine
qui a collecté 104 tonnes. Plaine et commune, 645 tonnes pour 55 établissements et 3 marchés alimentaires. La collecte est effectuée depuis début 2018. T8 Est Ensemble, ils ont commencé la collecte en 2017. 318 tonnes ont été collectées en 2018 pour 37 sites établissements. Donc scolaires, marchés forains, restaurants et EHPAD. En 2019, la collecte va concerner 13 gros producteurs supplémentaires. Concernant T10, donc Paris-Est, Marne-et-Bois, c'est 36 tonnes collectées pour 36 sites concernés, écoles maternelles et élémentaires, mais également les marchés alimentaires. Et le but était en 2019 d'étendre sur tous les marchés alimentaires du territoire. Ensuite, 54 tonnes ont été collectées sur le SMICTOM de la région de Fontainebleau, 5 tonnes sur le territoire du SIOM de la vallée de Chevreuse. Donc la vallée de Chevreuse, la collecte a commencé en novembre 2018 sur 5 gros producteurs. Et en 2019, c'était d'étendre cette collecte-là aux 53 gros producteurs qui avaient été identifiés sur le territoire. Puis enfin, la communauté de communes de Plaine et Mont-de-France, c'est 8 tonnes collectées pour 3 cantines scolaires concernées. Donc voilà pour la collecte des biodéchets alimentaires des ménages et des gros producteurs. Suite aux premières données que j'ai pu extraire de l'enquête collecte DMA, donc sur les données 2019 cette fois-ci, sur les 34 réponses actuelles, 14 ont déclaré en fait avoir un projet de collecte des biodéchets. Donc 3 collectivités pour les ménages, 2 pour les gros producteurs et les ménages et 4 pour les gros producteurs et les marchés. Il faut savoir que les autres en fait ont simplement pas encore défini le périmètre et également les producteurs qu'ils allaient collecter. Les échéances de mise en place de ces collectes varient entre l'année 2020 et 2024. Et le reste, on n'a pas de date. Enfin, pour certaines collectivités, on n'avait pas de date. Par contre, il y a 13 collectivités qui ont déclaré ne pas avoir de projet de collecte des biodéchets, notamment une puisque le traitement des OMR se fait via le TMB. Et donc, du coup, ils récupèrent les biodéchets suite à ce process de traitement. Maintenant, concernant le traitement des déchets organiques, en 2018, il faut savoir que c'était 50 200 tonnes de biodéchets alimentaires de consommation, donc c'est-à-dire ménages, collectivités, restaurateurs, gros magasins, ont été collectés, ce qui représente plus de 18% par rapport à l'année 2016. Et donc ces déchets ont été traités sur 6 plateformes de compostage et 2 méthaniseurs. Sur les 58 941 tonnes reçues sur les quais de transfert de biodéchets cette fois-ci, 50 618 tonnes ont été envoyées en fait en méthanisation mais hors Île-de-France, ce qui montre bien que la filière doit encore se développer en Île-de-France pour que la région soit autonome. Concernant l'ouverture de sites, en 2019 il y a 3 méthaniseurs qui ont ouvert. Et actualité la toute récente en 2020, cette semaine il y a eu il va y avoir l'ouverture de 2 nouvelles plateformes de compostage de biodéchets avec sous-produits animaux classe 3 à Chilly-Mézarin et Stein. Maintenant je vais laisser la parole à Séverine du côté de la région pour faire un focus sur la méthanisation. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc Séverine Ducotet, je suis chef de projet biomasse énergie à la région Île-de-France, en charge des sujets méthanisation et de l'élaboration du schéma régional biomasse. Donc en complément de la présentation de l'ORDIF, je vais vous présenter un petit zoom sur les méthaniseurs franciliens. Donc sur cette première slide, vous voyez le parc d'installation de méthanisation. Donc c'est une carte qui date de septembre 2019 où on voyait qu'il y avait déjà 26 unités en fonctionnement et 22 projets. Donc depuis cette date, on a eu 4 mises en service et une vingtaine de projets supplémentaires, ce qui porte le parc actuellement en fonctionnement à 30 unités et une quarantaine de projets qui sont actuellement en cours de construction ou en cours d'étude. Donc ces projets-là sont les projets qui ont été validés au niveau des aides régionales, que ce soit par la région ou par l'ADEME. Voilà, donc c'est un parc relativement important et qui est en pleine évolution. Si maintenant on s'intéresse
au zoom sur les sites qui sont équipés pour l'accueil de biodéchets. Donc, on a actuellement 4 sites qui permettent l'accueil de biodéchets de type biodéchets alimentaires, dont le site principal de Bionerval à Étampes, qui a une capacité d'environ 60 000 tonnes. Il y a également un petit site à Thiverval-Grignon qui est exploité par Sépure. Et puis, 2 installations de méthanisation agricole qui sont désormais équipées pour l'accueil de biodéchets alimentaires. La slide suivante. Voilà, la première, c'est la mise en service en fait de sites qui sont dédiés dès le démarrage aux biodéchets ou qui prévoient dès leur conception, dès leur démarrage, d'accueillir des biodéchets alimentaires. Donc là, on a 9 sites en préparation ou en cours de développement, voire même en cours de travaux, hein. Il y en a qui commencent déjà à sortir de terre, dont 4 sites vraiment importants. Donc le projet du SICTOM et du CIGEFA Gennevilliers, le CVO de Suez à Bailly-Romainvilliers, l'installation de Bimeta d'Amarie-Lélis et puis l'installation Equimet, hein, à Écuelle, enfin Moret-Loing-Orvanne actuellement. Il y a aussi 2 petits sites de microméthanisation donc en cours de développement, l'un à Vitry et l'autre à Carrières-sous-Poissy. Et puis une installation de méthanisation territoriale, mais qui prévoit dans son plan d'approvisionnement une bonne part de biodéchets, qui est Brie-Compost à Cerneux. Et également, il y a le site de la Sémardelle à Écharson, donc qui est aussi dédié biodéchets, et un site intéressant qui s'appelle C'est bien, c'est de la méthanisation agricole, mais avec une grande part de biodéchets qui est prévue dans son approvisionnement et qui sera situé juste à côté d'un projet de déconditionneur hygiéniseur situé à Réau. Donc voilà, il y a un fort dynamisme sur ce point-là. Alors, il y a une deuxième catégorie de sites qui pourront à terme recevoir des biodéchets. Ce sont des sites qui sont actuellement en fonctionnement et qui prévoient dans une deuxième phase de développement de pouvoir accueillir des biodéchets. Donc, ce sont principalement en fait des sites agricoles qui pourront recevoir des soupes déconditionnées et hygiénisées, donc vraiment des biodéchets déjà préparés pour compléter leur ration. Et il y a également le site de Varennes-Jarcy qui traite actuellement des ordures ménagères résiduelles, mais qui devrait s'équiper d'un déconditionneur et d'un hygiéniseur pour pouvoir développer le traitement des biodéchets. Donc ça représente 7 sites, quelques dizaines de milliers de tonnes par an de capacité. C'est un petit peu compliqué de calculer la capacité dédiée au traitement des biodéchets, puisque ça vient en fait en complément d'une ration qui peut être composée par ailleurs de tout un tas de flux méthanisables. Donc si on superpose en fait ces différentes catégories de sites, c'est ce qu'on verra sur la dernière slide, voilà, à terme, on va dire d'ici 3 à 5 ans, on devrait voir se développer une vingtaine de sites contre 4 actuellement, une vingtaine de sites qui seront capables de traiter, d'accueillir et traiter dans de bonnes conditions par méthanisation des biodéchets, soit des biodéchets un peu bruts qui doivent suivre toute la chaîne de traitement, soit des biodéchets qui sont déjà préparés sous forme de soupe, hein. Et ça représenterait environ 200 000 tonnes de capacité de traitement par an. Donc, ce qui permettrait déjà de ne plus avoir d'exportation de biodéchets à l'extérieur de l'Île-de-France, parce qu'on devrait normalement être autosuffisant en termes de capacité de traitement. Voilà, je pense que vous avez maintenant une bonne idée en tout cas au niveau de la méthanisation, des possibilités de traitement de biodéchets. Et je reste à votre disposition, bien sûr, pour les questions complémentaires. Merci à toi, Séverine, et je remercie à nouveau Amandine pour les présentations. Effectivement, comme tu viens de le dire, Séverine, ça permet vraiment de bien balayer ce qui se passe sur le territoire francilien. Et pour continuer dans ce panorama, en fait, on vous propose de continuer par un autre éclairage qui concerne les administrations et plus particulièrement les lycées franciliens qui sont engagés dans la démarche lycée éco-responsable. Et pour cela, je vous propose de passer la parole à Nicolas Rillet, qui est à la région Île-de-France. Donc, je t'invite, pareil, à te brancher ta caméra et à présenter les éléments que tu souhaites nous partager.
Dans ce cas-là, puisque a priori on n'arrive pas à régler, enfin tu n'arrives pas à débloquer ton micro pour l'instant, Nicolas, ce qu'on propose, c'est peut-être prendre une première salle de questions s'il y en a aux intervenants. Donc je vais laisser la parole à Hélène Colombini et à Agnès Nana, pardon, qui vont pouvoir relayer les questions que vous avez posées sur le chat en attendant que Nicolas puisse régler son problème de micro. Oui, bonjour à tous. Donc Hélène Colombini. Alors dans les questions concernaient différents domaines. Déjà une première question sur la réglementation. Est-ce que le compostage de proximité répond à la réglementation 2024 dans la mesure où les déchets carnés ne sont pas acceptés? Deux autres questions qui concernent toujours aussi la réglementation. Comment les gros producteurs de biodéchets peuvent être incités fortement excités à trier leurs biodéchets, à ne plus utiliser les collectes d'OMR proposées par les collectivités? Est-ce qu'il existe des sanctions pour ces gros producteurs s'ils ne trient pas leurs biodéchets? Lesquelles et est-ce qu'elles sont appliquées? Et puis une troisième question qui est un peu plus technique et pratique puisqu'elle concerne les aides de l'ADEME. Est-ce que les aides de l'ADEME soutiennent les composteurs électromécaniques? Voici une première série de questions. Et après, il y a aussi des questions concernant les tonnages. Est-ce qu'on connaît les tonnages collectés via les composteurs et traités dans les composteurs de proximité, ce qui permettrait de calculer le ratio par composteur de proximité sur gisement brut? Et quelle est la production de biodéchets par habitant en Grande Couronne? Je veux bien essayer de répondre. Alors du coup, je me suis noté les questions. La première sur la gestion de proximité et le traitement des déchets carnés. Enfin, est-ce que la gestion de proximité répond à la réglementation alors qu'on ne peut pas y mettre les déchets carnés? Alors déjà, il n'y a pas de contre-indication à y mettre certains déchets carnés, peut-être hors, on va dire, les os et les coquillages, mais voilà, il n'y a pas de contre-indication, on peut tout y mettre. Et ensuite, ça va être une complémentarité. GPSO va présenter son exemple dans la matinée aussi, mais par exemple, eux, ils ont mis de la gestion de proximité, ils ont complété avec de la collecte. Bon, après, c'est un choix, mettre de la collecte sur un territoire où il y a déjà énormément de gestion de proximité. Enfin voilà, c'est peut-être pas facile à faire non plus, mais il faut essayer de trouver quand même une complémentarité entre les différents systèmes de collecte et de valorisation pour trier un maximum de biodéchets en fait. Oui, donc ensuite, inciter les gros producteurs à trier. Donc c'est vrai que j'avais vu la question, c'était aussi par rapport au fait qu'il y a des collectivités qui collectent des assimilés et qui n'ont pas de redevance spéciale. Donc l'objectif déjà, c'est que les collectivités, quand elles font une étude sur le tri à la source des biodéchets et qu'elles mettent en place des collectes, qu'elles passent à la redevance spéciale justement pour inciter à ce que les professionnels payent vraiment le coût du service. Et il y a aussi l'évolution de la TGAP qui va jouer dans les années à venir, le fait que ça coûtera normalement moins cher de trier ces biodéchets que de les envoyer en stockage ou en incinération. Ensuite, sur la sanction pour les gros producteurs qui ne trient pas leurs biodéchets, c'est 75 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Mais bon, voilà, l'État n'a pas énormément de moyens de contrôle, donc c'est compliqué de faire appliquer. On a vu un exemple, pas pour les biodéchets, mais pour les déchets recyclables avec notamment les fast-foods qui ont été épinglés par la secrétaire d'État Brune Poirson il n'y a pas si longtemps que ça. Mais même eux n'ont pas eu de sanctions, en fait. C'était vraiment un rappel à la loi et voilà. Donc, on pourrait imaginer, mais c'est quand même compliqué. Ensuite, sur les composteurs électromécaniques, ça ne fait pas partie de ce qu'on peut aider pour le moment dans notre appel à projet, parce que l'ADEME est encore en réflexion sur les prérequis pour utiliser ces composteurs électromécaniques. Et donc, il va y avoir une dizaine d'expérimentations accompagnées par l'ADEME pour le moment,
pour faire suite à la première étude qui est sortie en début d'année. Et ensuite, l'ADEME se positionnera pour savoir si ça rentre dans les aides classiques de l'ADEME ou pas et sous quelles conditions. Merci. Ouais, Nicolas, tu prends les 2 dernières? Enfin, j'allais juste dire merci déjà. Et comme il faut qu'on avance dans le temps, Nicolas Rié va pouvoir faire sa présentation. Le problème va être réglé. Juste pour rappeler aussi, il y avait une question sur les tonnages par le compostage de proximité, pardon. Juste rappeler qu'on a mis des ratios moyens. Donc, dans le chapitre 2 du PER-PGD, page 99, peut-être que Agnès ou Hélène peuvent remettre le lien dans le chat, mais on l'avait présenté tout à l'heure. En tout cas, page 99 du chapitre 2 du PER-PGD. Et après, peut-être que Mathieu Pichon, qui interviendra par la suite, ou Amandine, pardon, je ne sais pas si tu as des données aussi, mais il ne me semble pas que vous ayez des données précises qui soient remontées dans le cadre des enquêtes sur les détournements de tonnage par le compostage de proximité. Mais si tu as quelques éléments, je te laisse dire deux petits mots, sinon on réenchaîne avec Nicolas pour reprendre le fil et essayer de ne pas trop déborder sur le timing, puisqu'on souhaiterait reposer et élargir ce panorama à 3-4 intervenants ensuite, après la présentation de Nicolas Rié. Non, effectivement, j'ai pas le tonnage de biodéchets, collectés par le compostage de proximité. Ça, on l'a pas au niveau des enquêtes. Après, ce que je peux vous dire, c'est que suite à l'étude de caractérisation de l'ORDIF menée entre 2010 et 2015, on a 28% de putrescibles dans les OMR, ce qui représente à peu près 900 000 tonnes de biodéchets qui peuvent être méthanisables ou compostables et qui sont encore présents dans les OMR. Voilà. En tout cas, merci à toi, Amandine. Et dans tous les cas, dans les interventions qu'il y aura tout au long de la journée, avec les témoignages, il y aura certainement des collectivités qui pourront nous éclairer sur ces éléments-là si elles en disposent. En tout cas, n'hésitez pas à le faire tout au long de la journée. Donc, effectivement, je passe la parole à Nicolas Rié qui a pu nous rejoindre et on a pu régler ce problème technique. Donc, je lui laisse la parole tout de suite et en le remerciant par avance pour faire ce focus spécifique sur les lycées engagés dans la démarche éco-responsable pour montrer à nouveau la diversité des situations qu'il y a sur le territoire francilien concernant le tri à la source des biodéchets. Bonjour à toutes et à tous, tout le monde m'entend? C'est bon? Alors, je me présente effectivement, Nicolas Riet, je travaille à la direction des opérations de la région Île-de-France au pôle lycée et donc je suis coordinateur de la démarche des lycées éco-responsables. Ce matin, effectivement, le service économie circulaire m'a sollicité pour mettre l'exemplarité de lycées éco-responsables qui travaillent, eux, sur différentes thématiques. Alors, qu'est-ce qu'une démarche des lycées éco-responsables? L'objectif premier, c'est réduire effectivement l'impact environnemental sur un fonctionnement d'établissement à échelle pédagogique, mais aussi à échelle technique. La démarche des lycées éco-responsables propose aujourd'hui en fait 5 thématiques. On a la gestion de l'énergie-climat, la gestion de l'eau, la gestion de la biodiversité, la prévention et la gestion des déchets et l'alimentation santé. Donc ce matin, on se positionnera plus sur la stratégie, le PER-PGD de la région Île-de-France. Tous les lycées éco-responsables, effectivement, s'appuient sur des stratégies régionales et la réglementation nationale. Comme je vous l'ai dit, c'est des projets en fait à échelle pédagogique qui demandent une implication en fait de une large communauté scolaire. Donc ça comprend aussi bien les lycéens, les agents, les enseignants, les équipes de direction et tout cela effectivement académique sur les 3 académies franciliennes, pardon. Et effectivement, la démarche des lycées éco-responsables n'est pas un label, mais vraiment une démarche. Un lycée éco-responsable devient éco-responsable à partir du moment où il obtient la labellisation académique. Donc la labellisation, c'est le label établissement en démarche de développement durable, qui est à 3 niveaux à ce jour. On accompagne nos établissements labellisés, donc 3D et lycées éco-responsables, sur des montages de projets, sur de l'accompagnement technique, sur de la réglementation, sur de la mise en réseau, et aussi suite à un appel à projet annuel qu'on publie en fait d'avril à juin, et on vient financer en fait des projets pédagogiques. Cette année, on a ouvert 3 lignes, donc la biodiversité, la gestion et prévention des déchets et l'énergie-climat.
Alors, si on fait un focus sur le déchet alimentaire, comme disait Nicolas Poutot ce matin, la priorité avant tout, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire avec sa loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, donc AGEC, du 10 février 2020. À ce jour, on a donc tous les chiffres, tous les indicateurs que je vais vous donner, c'est des indicateurs lycées éco-responsables qui représentent aujourd'hui 250 lycées, soit 54% à peu près du parc de lycées publics franciliens. À ce jour, les derniers chiffres relevés, effectivement, nous avons 130 lycées éco-responsables qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Ça veut dire par des actions. Donc, on vous a fait un petit récapitulatif des actions possibles, en sachant qu'aujourd'hui, la région Île-de-France accompagne humainement, effectivement, ces établissements-là, et sur des conseils techniques et réglementaires, mais aussi financièrement sur la mise en place de tables de tri, de cellules de refroidissement et de bar à salade. Donc ces équipements sont financés à 100% en fait par le fonds commun du service restauration et hébergement. Ah, il y a un petit problème de... Ok. Il y a un petit problème parce qu'il semblerait, c'est Nicolas à nouveau, pardon, qu'il y a un certain nombre de personnes qui essayent de prendre la main volontairement, je ne sais pas, et donc on a des allers-retours sur les diapositives. Donc on vous remercie vraiment de vraiment pas toucher à toutes les configurations, s'il vous plaît, et on vous remercie une nouvelle fois. Hormis effectivement les financements possibles sur ces équipements, les équipes, les comités de pilotage peuvent proposer en interne effectivement toutes sortes d'actions pour réduire le gaspillage alimentaire. Et entre autres, a été instauré depuis 2017-2018 dans plusieurs lycées franciliens des assiettes petites fins, grandes fins, ce qui permet effectivement aux convives d'ajuster à leur faim en fait le calibrage des assiettes. La région finance aussi également des bornes de réservation, ce qui permet effectivement de réduire directement le gaspillage alimentaire. Ça veut dire que du coup, on a un nombre de denrées à produire qui est exprimé le matin, même avant la production. Donc le chef de cuisine sait exactement effectivement la quantité à fournir. Concernant des indicateurs, aujourd'hui la région Île-de-France, dans ses lycées publics, fournit plus de 26 millions de repas par an. Ce qui est avec une estimation, alors cette estimation, c'est vraiment exactement des estimations de l'ADEME avec les ratios qui nous avaient été donnés. Aujourd'hui, on peut estimer effectivement le gaspillage alimentaire de plus de 3500 tonnes par an. Sur le développement du compostage, donc de proximité, comme on l'a évoqué ce matin, 98 lycées sont équipés de composteurs. La majorité en fait de ces composteurs sont financés en fait par les collectivités ou par la démarche des lycées éco-responsables suite à un appel à projet et à un projet pédagogique autour de tout ça. Seules les épluchures, donc je dis bien à échelle pédagogique, dans le sens où on ne fait pas les retours de plateau au compostage, car ça nécessite trop d'accompagnement, en sachant que, vous le savez probablement, mais les agents de lycée ont différentes missions dans une journée et ne sont pas spécialisés effectivement en tout, même si aujourd'hui la région propose des formations sur la valorisation de ces déchets. Donc, uniquement les épluchures de production de cuisine retournent au compostage ou au lombricomposteur pour certains. Et l'engrais obtenu permet effectivement de fournir, de fertiliser en fait les sols pour les espaces végétalisés. Concernant la collecte, on a entrepris, alors on a commencé en 2018 avec de mémoire Plaine Commune et Est Ensemble, à effectivement solliciter les établissements en vue d'une redevance quelconque, mais aussi en vue, environnementalement parlant, de susciter un intérêt et de lancer un engouement sur cette collecte de déchets alimentaires. Donc voilà, on vous a fait un petit récap des nombres d'établissements collectés en 2018, 2019, 2020. Donc nous avons effectivement une belle marge de progression, mais je reste toujours sur les lycées éco-responsables et on ne parle pas de généralisation, en tous les cas pour mon cas. On a pour 2021 31 lycées en cours de travail avec différents EPT. Comment ces lycées sont collectés? Alors, il y a deux possibilités. Soit effectivement que l'établissement rentre sur le périmètre du SICTOM
et profite donc de l'appel à projet si l'EPT en fait a répondu favorablement à cet appel à projet. Donc pour ce cas, on en a 48 et autrement, c'est effectivement la DGFL, donc la dotation globale forfaitaire des lycées qui prend en charge cette dépense avec une entreprise privée comme on peut les connaître aujourd'hui. Donc la démarche des lycées éco-responsables coordonne, accompagne techniquement et administrativement, met en relation les établissements avec les EPT et on peut se déplacer effectivement à la demande de l'EPT pour les audits, pour réaliser les audits en fait sur le gisement du déchet alimentaire. Alors, on vous a fait une cartographie qui représente effectivement le nombre de lycées collectés par année. Donc, vous avez différentes couleurs avec un zoom effectivement dans l'encadré en bas à gauche. Tous les autres points noirs, ce sont des lycées non collectés avec aussi une partie des lycées éco-responsables qu'on aurait pu mais effectivement mettre en couleur, d'une autre couleur. Et pour finir, on vous propose du coup un tour d'horizon en fait sur la répartition des lycées collectés. Avec aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a commencé avec Plaine Commune et Ensemble Ensemble, donc voilà la majorité des lycées. Là. Les lycées qui sont collectés eux en interne par Love Your West ou Molino. Et effectivement, peut-être que si vous, en tant que PT, vous avez d'autres établissements, pouvez nous permettre d'accéder à votre liste, n'hésitez vraiment pas, puisqu'il se peut qu'on passe à côté de certains établissements collectés, donc n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Aujourd'hui, pour la généralisation du pôle lycée, de réflexion, soit une externalisation, soit internaliser effectivement cette compétence auprès du pôle lycée pour lancer un marché sur ces 465 lycées, ou externaliser en augmentant éventuellement une DGFL, donc ça c'est bien en cours de réflexion, pas de positionnement actuellement. Mais cela viendra assez rapidement puisque du coup la réglementation nous l'impose pour le 31 décembre 2023 au plus tard. Merci de votre attention. Bonne journée. Merci Nicolas pour cette présentation qui complète les deux présentations, donc qui a permis de brosser vraiment un panorama sur le territoire francilien, de montrer les dynamiques qui sont engagées, voir les problématiques. On l'a esquissé, tu as commencé à l'esquisser Nicolas à travers ta présentation aussi. Sur les thématiques, on l'a esquissé, tu as commencé à l'esquisser Nicolas à travers ta présentation aussi. Sur le terrain et montrer que effectivement il n'y a pas une solution unique et que la situation sur le terrain nécessite vraiment des analyses précises pour engager et identifier les meilleures solutions de trait à la source pour que ce soit pour les établissements ou les collectivités territoriales, ce qu'on commençait à évoquer depuis ce matin. Pour compléter ce panorama, ce que je vous propose, c'est vraiment d'élargir à nouveau le regard à travers des présentations, ou plutôt des réactions à cet état des lieux qui a été présenté par Amandine, Séverine et Nicolas, pour avoir effectivement le retour de Mathilde Roquet, donc, qui est chargée d'études à la CA Versailles Grand Parc, pour donner un peu le point de vue du collectivité. Et je t'invite, Camille, si tu veux bien, à Mathilde, pardon, ça y est, Mathilde, à te présenter, à allumer ta caméra, pardon, à te présenter rapidement et nous dire un peu comment vous avez sur votre territoire identifié ou appréhendé cette problématique du tri à la source des déchets. Est-ce que vous l'avez abordé que sur le volet compostage de proximité? Est-ce que vous engagez des collectes au porte-à-porte? Est-ce que vous travaillez en articulant cette thématique-là avec d'autres thématiques? Voilà, je te laisse, si tu veux bien, et nous dire aussi un peu si tu as des éléments complémentaires à apporter sur ce qui a été présenté depuis tout à l'heure. Oui, alors bonjour à tous. Donc je vais vous présenter effectivement un peu comment on fonctionne sur notre territoire. Donc ça va être, j'espère, assez rapide et je vais essayer de peut-être compléter par rapport à ce qui a été dit si nécessaire. Donc pour vous faire un topo par rapport à notre territoire, donc nous c'est un territoire de 18 communes, on a 3 syndicats de traitement qui interviennent sur notre territoire, donc le SICTOM bien sûr, qui donc a 3 communes, le Chesnay, Versailles et Vélizy-Villacoublay, le Citru, donc plutôt sur la partie nord, et le Sidomp. La particularité de notre territoire, c'est qu'on a un territoire vraiment hétérogène avec des zones
très très urbaines, très denses, comme Versailles ou Saint-Cyr ou Fontenay par exemple. Et on a aussi des zones plutôt rurales, par exemple Châteaufort, Toussus, Rennes-Moulin. Enfin voilà, là on est plutôt dans des communes plutôt rurales. Voilà, au niveau des OMR, donc comme je l'indique, on est à peu près à 60 000 tonnes d'OMR par an et on est à presque 7 900 tonnes de déchets végétaux collectés donc, sur notre territoire. Donc c'est de la collecte en porte-à-porte ou en apport volontaire, surtout sur les OMR. Voilà. Donc, par rapport à notre collectivité, nous, on a surtout mis en place, et c'est vraiment une politique qui tient à cœur à la collectivité et à nos élus, c'est tout ce qui est prévention des déchets. Donc, depuis le premier PLP qui a été mis en œuvre par la collectivité, il y a vraiment eu cet accent mis sur le compostage. Donc, je veux bien qu'on passe à l'autre slide. Non. Ok. Donc c'est vraiment ce qu'on et on pousse la mise en œuvre du compostage et du lombricompostage. Donc d'abord dans un premier temps chez les particuliers, parce que c'était entre guillemets ce qui est le plus simple. Et de plus en plus, on développe le compostage de quartier, le compostage dans les jardins partagés, le compostage en résidence. Ce qui est plus récent chez nous, c'est le lombricompostage. Au départ, on avait un peu peur que ça ne fonctionne pas, et finalement, ça fonctionne vraiment très, très, très bien, que ce soit le lombricompostage individuel, et on commence aussi à développer des lombricomposteurs en collectif ou chez les professionnels. Et vraiment, on est assez étonnés, ça fonctionne très, très bien. Et on insiste sur le fait que c'est vraiment du traitement de proximité qui est directement réutilisable. Après, chez les professionnels, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre que chez les particuliers. Mais en tout cas, on essaie vraiment de développer cette démarche au maximum, plus que tout ce qui est collecte en porte-à-porte des biodéchets, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Par contre, bien sûr, comme je le disais, sur les professionnels, c'est souvent compliqué de mettre en œuvre un lombricomposteur. Ça demande du temps. Il faut être vraiment hyper carré au niveau hygiène. Donc, grâce au SICTOM, donc je vous rappelle, c'est le syndicat de traitement qui traite les déchets de Versailles, Le Chesnay et Vélizy-Villacoublay, on a pu bénéficier d'une expérimentation de collecte séparative des déchets, des biodéchets. Donc cette expérimentation, on pouvait l'ouvrir à qui on le souhaitait, donc soit aux assimilés ou aux ménages. Nous, dans un premier temps, on a voulu tenter l'expérience avec les assimilés parce qu'on savait que la problématique était vraiment chez eux, et en conservant cette idée de traitement de proximité par le compostage ou le lombricompostage pour les particuliers. Voilà. Donc, je veux bien la slide suivante. Donc voilà comment ça s'est un peu passé. Donc on a fait en gros on a demandé à nos assimilés qui étaient intéressés. Et donc toujours en lien, c'est le SICTOM qui nous accompagne et qui finance ce projet. Enfin voilà. Et donc du coup, on a commencé en mai avec finalement très peu de sites, plutôt sur Versailles et Le Chesnay. Et comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure, en fait, on monte en puissance sur ce projet, avec l'intégration du coup de communes qui ne viennent pas du SICTOM. On a eu cette chance-là. Le SICTOM nous a autorisé à étendre cette expérimentation aux autres communes. Et donc, effectivement, au niveau des lycées, on a des collèges qui sont collectés, on a des écoles qui sont collectées, on a des restaurants qui sont collectés. Et ça fonctionne très, très bien. À titre d'exemple, ça devrait vous parler. On a même le Trianon Palace qui est collecté en biodéchets et ça fonctionne très, très, très bien. Voilà, donc 2019, 336 tonnes de déchets alimentaires collectés et valorisés. 2020, avec le Covid, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais voilà. Alors tout ça, le traitement, c'est bien sûr un axe qui est important pour notre collectivité, mais tout ça s'articule aussi avec un lien fort, avec notamment au niveau des communes, les services restauration qui s'engagent dans des démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi de notre côté. Donc là, je vais vous présenter deux petits exemples très rapidement, sur la ville de Versailles et sur la ville de Juillan-Josas. Donc il faut savoir que Versailles a bénéficié d'une subvention aussi grâce au SICTOM pour l'achat de tables de tri, donc ce qui a été un gros coup de pouce aussi pour eux. Donc avant même ces subventions, eux avaient été déjà rentrés dans une démarche, mais du coup pas sur l'ensemble de leurs établissements. Cette subvention a permis donc d'étendre
d'étendre le déploiement des tables de tri à tous les établissements élémentaires de la ville de Versailles et maternelle aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et tout ça, ça a été mis en lien avec aussi le développement de la collecte des déchets alimentaires en porte-à-porte. Et ça a permis en fait de boucler la boucle. C'est-à-dire qu'eux avaient mis en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais finalement, le tri qui était fait par les enfants, les pesées qui étaient faits derrière, en fait, tout repartait aux ordures ménagères. Donc, difficile à expliquer pour les enfants de leur dire, voilà, vous triez, c'est bien, mais maintenant, on va tout remélanger dans les mêmes bacs. Donc c'était très difficile en termes de communication, et sachant que les petits sont vraiment pas bêtes et ils savent très bien où partent leurs déchets. Donc c'était vraiment une incompréhension pour les enfants, et donc du coup ils perdaient en motivation. Et donc la mise en place de la collecte des déchets alimentaires a vraiment été quelque chose de positif et qui a permis d'ancrer définitivement la démarche de tri dans les écoles. Et tout ça, donc, du coup, en lien, bien sûr, avec la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec des pesées, le déploiement de différentes choses. Donc, par exemple, là, ils envisagent la mise en place d'un bar à épices, parce qu'on sait que pour les petits, les épices, c'est compliqué. Comme ça, ils pourront doser. Des découpes fruits, parce qu'on sait que quand on donne une pomme, c'est difficile de manger la pomme. Voilà. Sur Juillan-Josas, donc eux, c'est une commune qui est très 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 dynamique, et donc pareil, on a aussi développé la collecte des biodéchets au niveau scolaire chez eux, et eux ont mis en place, en lien avec Versailles Grand Parc, du coup un concours interclasse. Donc ils ont 3 écoles à Juillan-Josas, et donc il y a eu un petit concours entre les écoles, savoir qui gaspillait le moins. Donc ça a très très bien fonctionné, et à la fin les enfants de l'école gagnante ont eu un petit spectacle sur justement le gaspillage et le recyclage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, donc Versailles le fait, mais alors sur Jouy c'est très important, toutes les semaines ils ont des commissions menus, et toutes les semaines ils font remonter à leurs prestataires de restauration ce que les enfants ont aimé, ce que les enfants n'ont pas aimé, pourquoi ils n'ont pas aimé. Donc avec des tableaux très précis où à chaque repas, il y a des commentaires qui sont notés par rapport à l'ensemble du repas. Par exemple, à un moment, il y a eu à la cantine, il y a eu des boulettes véganes où en fait, le prestataire a mis plein d'épices. Et donc voilà, donc les enfants malheureusement n'ont pas mangé parce que trop épicé. Donc je trouve que c'est un travail qui a été fait qui est très intéressant. Et juste, je sens qu'on va me reprendre la parole. Effectivement, par rapport à notre territoire sur le traitement, actuellement, on cherche aussi à voir s'il est possible de mettre en place des composteurs électromécaniques, éventuellement à terme, sur justement nos résidences très très denses où le compostage en pied d'immeuble classique serait un petit peu compliqué. Voilà, j'essaie de faire. Merci à toi Mathilde. En tout cas, oui, ça montre bien la multiplicité des actions qui sont développées sur le territoire francilien, l'articulation qui est entre lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage de proximité, tri à la source des biodéchets. C'est vraiment ça qu'on voulait illustrer lors de cette journée. Mathieu Pichon, est-ce que vous voulez bien vous présenter et nous rejoindre dans la présentation? Et vu que le temps court, effectivement, même si on essaye tous d'être le plus concis possible, pour bien nous redire, au vu de votre expérience, et peut-être insister sur les points qui n'ont pas été évoqués jusqu'à présent depuis ce matin par les différents intervenants, sur la complémentarité, ou en tout cas le regard que vous portez sur justement sur ce développement du trait à la source des biodéchets, savoir si vous avez identifié d'autres freins qui n'auraient pas été évoqués, des réussites sur certains territoires ou de la part de certains acteurs, et nous dire en quoi le réseau régional Compost Citoyen qui est en train de se développer sur le territoire francilien va pouvoir contribuer au développement du trait à la source des biodéchets. Oui, bonjour Nicolas, merci. Bonjour à tous. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez bien? Ça grésille un peu, donc on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Est-ce que c'est mieux comme ça, Nicolas? J'ai l'impression, oui. Ok. Alors sur le compostage de proximité, effectivement, on a vu dans la présentation qu'il y a une dynamique qui est lancée, mais qu'on part de loin, en Île-de-France, notamment vu le nombre d'habitants. Il y a une grosse marge de progression. Alors, c'est pas mieux le son, je suis désolé. Le son n'est pas bon? Non. Alors, je réessaye avec le micro directement. Est-ce que pendant que tu... Vas-y, essaye, pardon, et après, sinon, on passe la parole à la caméra en attendant que tu essayes de régler ton problème de son, parce que... Alors, est-ce que comme ça, tu trouves ça mieux? Oui. Je vais garder le micro juste à côté de
de ma bouche. Donc, je disais que sur le compostage de proximité, effectivement, on voit qu'il y a une dynamique qui est bien lancée. Donc non, je suis désolé Mathieu, mais c'est horrible. Donc je suis désolé de te couper dans mais on va passer la parole à caméra. Et si ça ne te dérange pas, caméra, de prendre faire ton intervention tout de suite et on essaie de régler le problème de son que tu as. Ou de connexion. Ouais, attends. Hop, je quitte du coup. Caméra, est-ce que tu es bien avec nous? Coucou, bonjour à tous. Donc l'idée c'était aussi désolé Mathieu, on essaie de revenir vers toi juste après. De toute façon, l'intervention de caméra était complémentaire à la tienne dans la mesure où on souhaitait aussi avoir le regard en tant que vous, réseau Compost Citoyen et les membres qui vous constituent, les membres fondateurs que constitue aujourd'hui le RCC et l'ouverture que vous êtes en train de faire, d'avoir aussi le regard des Franciliens. Et justement, c'est le regard des Franciliens qu'on souhaitait avoir et obtenir de la part de Caméra et de PicPic Environnement. Donc, je te laisse te représenter rapidement et nous redire comment les Franciliens, puisque tu fais de la sensibilisation sur le terrain avec tes équipes, ils appréhendent ce sujet du tri à la source des biodéchets. Est-ce qu'ils ont des priorités? Est-ce que c'est quelque chose qui leur semble nouveau? Est-ce qu'ils sont partie prenante, etc. Donc, si tu peux brosser assez rapidement ce petit point. Désolé sur le timing, parce qu'on a encore aussi Fabienne Piotte là qui doit intervenir derrière, et donc Mathieu quand on aura réglé son problème de connexion. Je te laisse intervenir caméra et je te remercie. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Bon, super, j'ai mis le minuteur, ne t'inquiète pas. Donc, bonjour à tous. Très rapidement, l'association PicPic Environnement, c'est une association qui accompagne à la transition écologique et solidaire depuis 11 ans. En tout, on a 35 salariés répartis sur 2 structures. Ce qu'on constate par rapport au compostage et aux déchets alimentaires, c'est qu'il y a un vrai engouement, un vrai intérêt des citoyens. Depuis 11 ans qu'on existe, c'est vrai que c'était plutôt les gens plutôt engagés, plutôt écolos qui s'intéressaient à ces sujets-là. Et depuis quelque temps, on constate un fort intérêt pour tous les sujets de l'environnement, du développement durable, et avec un intérêt particulier pour ce geste de tri des déchets alimentaires, des biodéchets, etc. Pourquoi? Parce que les gens ont l'impression que c'est simple et surtout qu'ils ont la main dessus. Contrairement, par exemple, au recyclage, ils entendent plein d'échos comme quoi les déchets recyclés partent dans les pays asiatiques, font ci, font ça, etc. C'est un peu problématique. Là, au moins, ils ont l'impression qu'ils maîtrisent. Donc, ils se disent, je peux participer, je peux faire une action environnementale, je peux participer directement et je maîtrise le sujet. Donc ça, c'est une bonne chose. PicPic, nous, on est vraiment une asso de terrain. Je vous redis juste en 2 mots ce qu'on fait, et c'est en lien avec les différentes structures qui sont déjà passées. On fait de la sensibilisation au compostage, pourquoi il faut le faire, comment on le fait, etc. Au travers d'apéros compost, de sessions de conseils. On aide à l'installation. Là, par exemple, on mettait résidence HLM Gambetta et Issy-les-Moulineaux, l'installation d'un composteur partagé entre voisins. Et ça, là-dessus, on a été formé par nos amis de réseau Compost Citoyen, plus particulièrement d'Organéo. Donc, on a des maîtres composteurs et guides composteurs au sein de la structure. La deuxième chose qui regroupe ce qui a été dit ce matin sur les différents territoires, on fait de la communication de proximité pour les collectivités et les bailleurs sociaux. Donc là, on a 15 éco-animateurs vraiment dédiés au SICTOM et maintenant à toute autre structure qui nous solliciterait. Et ils interviennent beaucoup ces problématiques de déchets, le tri, la prévention, et on a accompagné le déploiement de la collecte des déchets alimentaires. Tout à l'heure, ça avait été dit sur Paris 2, Paris 12, avec nos collègues de TerraVox et Verdicité, on a participé à ce déploiement, et maintenant Paris 19e. Bien sûr, sur Grand Paris Seine-Ouest, sur les villes qui ont été citées, ce qui nous permet de vous partager un peu les retours des habitants. Et la toute dernière nouveauté, c'est qu'on se lance avec Molino dans une formation ambassadeur du tri, avec vraiment ce focus compostage et déchets alimentaires. Voilà, donc maintenant, pour passer très très concrètement au retour des citoyens, si on peut switcher la slide. Super. Au niveau du compostage, donc je vous dis un très très bon accueil. Les gens sont plutôt favorables au compostage qu'au lombricomposteur dans les retours qu'on a eus
parce que sur le lombricomposteur, voilà, il y a des petites craintes sur les nuisances, les odeurs, etc., etc. Et surtout le fait que les gens qui consomment beaucoup de fruits et de légumes et qui jettent beaucoup d'épluchures ont des quantités quand même assez significatives, et sur un lombricomposteur, ils se sentent un peu limités. Les soucis qui reviennent beaucoup, ce sont des problèmes d'approvisionnement. Où est-ce que je peux trouver des petits verres? Où est-ce que je peux trouver de la matière sèche? Vraiment, la problématique de la matière sèche, d'une collectivité à l'autre, c'est différent. Parce que certains fournissent, d'autres ne fournissent pas. Ou alors, ils fournissent des choses comme des copeaux de bois qui ne sont pas toujours adéquates. Et la grosse problématique aussi que l'on voit, c'est pour installer des composteurs en extérieur. Quand c'est par exemple sur une résidence HLM, il faut les autorisations, etc. Encore pire sur des copropriétés. Là, il faut attendre l'AG. Enfin, voilà, c'est tout un bins pour avoir les autorisations pour installer des composteurs. On le voit là sur la photo, ça prend quand même un peu de place. Et maintenant, quand c'est sur le territoire public, alors là, c'est carrément vraiment un sujet public. Il faut solliciter la collectivité qui est très frileuse. En termes de responsabilité, s'ils installent un composteur partagé sur le territoire public, qui va le gérer? Qui est responsable? Si soudain il est délaissé, etc. Donc là, il y a beaucoup de partenariats avec des assos locales. Je prends l'exemple d'ici les Moulineaux avec Ici en Transition, voilà, qui s'engage à gérer le composteur partagé. Là, je trouve qu'il y a une très forte opportunité justement pour toute cette problématique du compostage, de développer l'accompagnement. C'est ce que fait déjà beaucoup Organéo et le réseau du compost citoyen. Voilà, donc là, je pousse les collectivités à développer cet accompagnement, mais qui peut être fait aussi par des assos de quartier. Je citais, voilà, Ici en Transition, Pic-Pic, etc. L'intérêt pour les gens, c'est d'avoir quelqu'un d'incarné, voilà, pas que du conseil visio, hein, quelqu'un qui peut venir jeter un coup d'œil, pourquoi il y a des moucherons, pourquoi ça ne démarre pas, etc., etc. Au niveau des déchets alimentaires, je vais vite. Là, on en est qu'au début du déploiement, donc on n'a pas énormément de recul. Là, pareil, étonnamment, des très très bons retours. La problématique, c'est vraiment toujours le manque d'espace. Je parlais tout à l'heure des espaces chez les particuliers, mais le problème, il est surtout au niveau du local poubelle. Déjà, on constate que la plupart du temps, les locaux poubelles n'ont pas été très très bien prévus. C'est à peine s'il y a de la place pour la recyclage. Surtout là, maintenant, avec l'extension des consignes de tri, le besoin est vraiment amplifié. Donc là, en plus, rajouter une nouvelle poubelle pour les déchets alimentaires, il faut de la place. Résultat, ce n'est pas toujours simple. En plus, on a vraiment un peu constaté, nous, le souci des gardiens d'immeubles qui ne jouent pas toujours le jeu. Mais les pauvres, on leur rajoute du travail, c'est pas compris dans leur fiche de poste. En plus, les poubelles qui sont lourdes à manipuler, les déchets alimentaires, voilà. J'entends ton signal, Nicolas, je me dépêche. Donc voilà, ils jouent pas toujours le jeu. Il y a besoin aussi d'accompagnement auprès de cette catégorie là pour qu'ils jouent, pour que vraiment ils puissent plus participer. Et en plus, ce qu'on a vu sur Paris, c'est que la collecte en porte-à-porte, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Ça a un coût et c'est très difficile à mettre en place. Donc nous, ce qu'on dit, c'est une opportunité là à réfléchir sur tout ce qui est solution alternative pour la collecte, puisqu'on sait qu'il faut le faire et que ça intéresse les gens. Mais si le porte-à-porte, c'est compliqué, il faut voir tout ce qui est point d'apport volontaire, collecte innovante. Là, je vous ai mis une photo de nos amis Biocycle. Ils ne récupèrent pas du tout les déchets alimentaires, ils récupèrent les invendus, mais c'était pour illustrer le côté collecte à vélo. On a nos amis, les alchimistes, font la collecte à cheval. Voilà. Donc, actuellement, on accompagne la mairie de Paris sur de l'apport volontaire sur les marchés parisiens. Donc, c'est une solution. Et j'en ai terminé. Merci oui, à tous. Je suis dans les... Moi, je donne dans les 5 minutes. Je te remercie, Caméra. Effectivement, ça permet de montrer effectivement les difficultés qui peuvent être rencontrées, mais aussi à nouveau là où ça fonctionne et la complémentarité qu'il y a entre les différentes solutions et qu'il n'y a pas une solution unique. On le voit bien dans les problématiques et les freins que tu remontais de ton travail sur le terrain. Donc, l'occasion aussi de passer la parole à Fabienne Piotla, parce que je crois que Mathieu, on n'arrive pas à régler ton problème. Donc si Fabienne Piotla... Et par contre, est-ce que les autres personnes peuvent couper leur micro, s'il vous plaît, et
Je rappelle à nouveau, Ah, Bouboulounou! si vous pouvez couper les micros. Et Fabienne Piotla, pardon, si vous voulez bien nous rejoindre pour effectivement nous donner aussi votre point de vue ou votre regard sur ce qui se passe sur le territoire francilien et compléter cet état des lieux qui a été présenté depuis le début de la matinée. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, je vous laisse. Donc, je suis présidente de la FNAD. La FNAD, c'est la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement. En fait, on regroupe au niveau national tous les acteurs de la collecte, du recyclage, de la valorisation et du traitement des déchets. Et on rassemble en fait à la fois des fournisseurs de matériel, des exploitants et des bureaux d'études. Alors, juste encore quelques chiffres. En France, on représente 223 entreprises, plus de 2000 établissements, à peu près 48 000 salariés, un chiffre d'affaires de l'ordre de 9 milliards d'euros et, un point important, 768 millions d'euros d'investissement en 2018. Alors, quel est le regard de la profession sur l'état des lieux du tri à la source des biodéchets en Île-de-France? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait constaté, si vous pouviez remettre le premier, s'il vous plaît, on avait constaté une bonne dynamique de développement au début de l'année 2020. Parce que la tendance était vraiment à la mise en place de nouvelles opérations de tri des biodéchets. On pouvait estimer en début d'année 2020 qu'on était entre 110 et 130 000 tonnes par an collectées sur l'ensemble des producteurs de biodéchets sur la région. Et il y avait de l'ordre de 100 000 tonnes par an de biodéchets en provenance des activités économiques qu'on n'a pas trop détaillées jusque-là. Il faut savoir qu'en termes d'activité économique, c'est la restauration qui produit le plus de biodéchets sur la région, parce que contrairement à d'autres régions du territoire national, on a très peu d'industrie agroalimentaire en Île-de-France. Donc en fait, le premier producteur, c'est la restauration, le deuxième, ça va être la grande distribution, et puis ensuite, on trouvera la logistique et un petit peu d'agroalimentaire sur la région. Donc, si on commence par la grande distribution, qui est qui correspond un peu au précurseur du tri des biodéchets sur la région, puisque comme l'obligation s'est portée d'abord sur eux en termes de réglementation, la grande distribution, c'est de l'ordre de 60 à 80 000 tonnes par an de gisements sur la région. On sait qu'il y a à peu près 80% des hypermarchés qui sont engagés dans le tri des biodéchets et 60% des supermarchés. Donc, on va avoir sur ces producteurs-là essentiellement des flux emballés. A priori, c'est toujours pas la bonne diapo qui est présentée, mais on va y arriver. Des flux qui sont essentiellement emballés, et on a constaté en fait depuis la mise en place du tri sur les magasins une baisse significative des tonnages, parce que ça a permis en fait à chaque magasin de prendre conscience de la quantité qui était produite en termes de biodéchets, d'optimiser les flux, d'avoir un contrôle et un suivi précis des flux, de faire moins de casse et de développer aussi du don qui a été amorcé bien avant la loi anti-gaspillage de 2016. Donc, quelque chose qui est plutôt vertueux sur la grande distribution en termes de diminution des volumes. Ce qu'on sait, c'est que par rapport à la distribution, on doit maintenant porter les efforts sur les petits distributeurs, et on va retrouver les problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure par la personne de PicPic, la directrice de PicPic. Effectivement, tout cela ont des toutes petites surfaces, peu de place pour le tri. Donc, du coup, il faudrait des fréquences assez élevées, mais ça coûte cher. Et par contre, il y a des opérations de logistique retour qui se développent et qui vont être très intéressantes pour traiter la problématique des petits distributeurs. Si maintenant on se penche sur la restauration, donc la restauration, c'est peut-être 180 à 200 000 tonnes par an de production de biodéchets sur la région. Il y avait une activité en fort développement au début 2020, et on a constaté un très grand recul du fait de la crise sanitaire, parce que d'abord il y a eu la fermeture des restaurants pendant les 2 mois du confinement, et puis aussi parce que il y a une reprise progressive aussi bien de la restauration collective que de la restauration traditionnelle. Et on voit, notamment pour la restauration collective, qu'elle soit scolaire ou qu'elle soit d'entreprise, une grosse évolution des pratiques. La fréquentation est moindre,
Il y a une gamme de production qui est différente, c'est-à-dire qu'en fait, la restauration collective va plutôt privilégier les liaisons chaudes, des légumes tout préparés, donc moins d'épluchage sur place, etc. Et il y a également moins de personnel sur la plupart de ces sites, et ça va avoir un impact sur les volumes et sur le tri. Si on regarde maintenant le cas des cafés, hôtels, restaurants, donc on est sur une activité qui est très sinistrée sur la région, on a constaté une baisse de plus de 70% des volumes en restauration. La fréquentation des hôtels est inférieure à 15%. Donc, on va avoir finalement des établissements qui vont tomber de fait en dessous des 10 tonnes par an qui imposent le tri obligatoire des biodéchets. Donc, on constate un recul du tri parce que comme les établissements sont peu fréquentés, ils produisent beaucoup moins de biodéchets qu'auparavant et ils n'ont plus l'obligation de tri. On estime qu'il pourrait y avoir 18 à 24 mois. On pourrait mettre 18 à 24 mois pour revenir au niveau du début 2020. Alors, la crise sanitaire a brisé la dynamique au niveau du tri des biodéchets, notamment dans la restauration, mais on a vraiment confiance dans la filière parce que c'était une dynamique qui était bien engagée. Il y a sûrement de la communication et de l'information qui pourrait être apportée en plus pour aider à la reprise de l'ensemble des opérations. Et cette communication et cette information, ça pourrait être une aide auprès surtout des petits restaurateurs pour les orienter au niveau de leurs obligations, les orienter parmi les solutions. Est-ce que je peux laisser les flux emballés? Est-ce que je dois désemballer? Les solutions de proximité, les solutions industrielles qui me sont proposées, etc. Il y a forcément une communication qui est à envisager. Et puis, on a d'autres atouts qui vont nous aider à repartir au niveau du tri à la source des biodéchets. C'est tout ce qui concerne la réglementation et notamment l'augmentation de la TGAP, qu'elle soit sur les UVE ou les installations de stockage des déchets non dangereux. Cette augmentation de la TGAP va rendre beaucoup plus intéressante forcément le tri des biodéchets. Et puis, il y a également toutes les opérations de contrôle sur la qualité des flux résiduels qui sont traités par les UVE, par les ISDND, qui, s'il y a trop de biodéchets, vont permettre aussi de porter un message auprès du producteur sur les pratiques qu'il faut développer. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur la partie entreprise. Si on passe maintenant au cas des collectivités, donc si vous pouvez, s'il vous plaît, afficher la diapo suivante. Donc on l'a vu, il y a des études de faisabilité qui sont en cours sur de nombreuses collectivités, des opérations qui sont en montée en puissance, et on voit bien qu'il y a des solutions qui sont complètement complémentaires entre elles et sur lesquelles il faut jouer. Alors, on voulait juste apporter en tant que FNAD quelques recommandations, mais il y a déjà pas mal de choses qui ont été évoquées. Pour la collecte en porte-à-porte, il est très important de bien choisir les contenants. Ils doivent être adaptés. On a évoqué le problème de poids des contenants. Un bac de 120 à 180 litres, s'il est plein de biodéchets, il va déjà être très lourd. Donc, il ne faut pas passer sur des bacs plus grands. Il faut envisager éventuellement des solutions de pré-contenants pour les appartements, ça permettra de faciliter les choses. Il y a un lavage régulier une fois par mois au minimum, en collectif notamment, qui doit être envisagé de ces contenants pour éviter les problèmes bactériologiques. La collecte en fréquence une fois par semaine nous semble la plus appropriée. Et puis en termes de véhicules de collecte, il y a nécessité d'avoir des véhicules de collecte relativement étanches puisqu'on va avoir des flux qui sont très humides. Il ne faut pas trop les compacter pour éviter justement de produire trop de jus. Et puis, ce qu'on préconise effectivement, c'est des véhicules avec lève-conteneurs obligatoires pour des questions de poids, mais aussi des trémies relativement hautes. Ça permettra d'éviter les projections et d'avoir des salissures sur la voirie ou des projections sur les agents de collecte. On a aussi également des contraintes. Je vais vous demander. J'ai presque terminé. Ouais. Des contraintes de désinfection du véhicule. Une problématique aussi qui n'est pas forcément toujours abordée, c'est qu'il faut que les tenues soient lavées à chaque tournée pour les équipiers de collecte. Ils disposent d'équipements de protection adaptés. Et puis, il y a aussi une notion de traçabilité qu'on n'a pas trop évoquée jusque-là, parce qu'en fait, on se rend compte sur les opérations qui ont été lancées qu'il peut y avoir assez rapidement des dérives de qualité, des erreurs de tri, et il faut qu'on ait absolument un dispositif qui permette de le contrôler. Et enfin, pour les solutions de proximité, on a déjà vu qu'il y avait un rôle très important du maître composteur pour guider les usagers dans le tri.
C'est également un encadrement des pratiques afin de garantir la salubrité. Ce qu'on estime aussi intéressant, c'est d'avoir une supervision vraiment fine de la collectivité avec un référent qui permet vraiment d'avoir un contrôle de la qualité, une assistance, une aide pour que tout soit mené en garantissant l'hygiénisation et l'innocuité. Et puis enfin, il y a également la problématique de l'usage du compost qui doit vraiment être réfléchi parce qu'il doit être local et il faut qu'on garde des tailles d'installation qui soient gérables pour avoir un cycle qui soit vraiment maîtrisé localement. Et puis enfin, pour terminer, il y a également la limite du service public de gestion des déchets qui est important. Parce que quand on travaille sur la gestion des déchets assimilés, il faut vraiment qu'il y ait une notion de redevance spéciale pour qu'il y ait juste prix soit payé par le producteur. Voilà ce que je voulais dire au nom de la FNAD. Merci à vous, Madame Piotla. Effectivement, ça permet bien de redétailler un certain nombre à travers les recommandations et les points de vigilance que vous avez mis en avant, tous les éléments qui sont à prendre en compte. Mais en tout cas, on note bien à travers soit votre intervention ou les interventions précédentes, la volonté qui existe vraiment du tri à la source des biodéchets, que ce soit des franciliens ou des acteurs qui sont concernés, que ce soit les collectivités ou les associations ou les opérateurs. On voit bien l'importance aussi qu'il y a d'avoir des analyses territoriales dont on a parlé en tout début de réunion, et je reviens à nouveau sur ce point-là parce que c'est tout ce que vous avez exposé, notamment Caméra Vézic et puis Madame Piotla, justement sur l'importance d'être au plus près du terrain, de savoir exactement ce qu'il y a pour trouver la solution qui est la plus adéquate et la plus adaptée au territoire, et effectivement de respecter aussi ce principe de proximité qui était dans les diapositives que j'avais présenté sur le PRPGD, même si je ne l'avais pas redit à l'oral tout à l'heure. Juste rappeler aussi, on va peut-être juste pouvoir prendre 2 questions peut-être, puisque Mathieu Pichon, je le redis, on a des problèmes de connexion. Par contre, juste pour rappeler qu'il sera bien présent cet après-midi dans la dernière table ronde de toute façon, et tout au cours de la journée, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont membres du RCC Île-de-France, donc Réseau Compost Citoyen, qui auront de toute façon moyen de faire un petit mot pour rappeler aussi en quoi consiste, et je ne doute pas qu'ils le feront de toute façon tout au long de leurs interventions respectives, pour bien rappeler que ce réseau est en cours de constitution et ce qu'il va pouvoir apporter sur le terrain et compléter le regard sur les questions qu'on posait tout à l'heure. Donc, est-ce que je laisse la parole peut-être à Hélène Colombini et Agnès Talin pour peut-être reprendre une question ou 2, et effectivement, juste avant de leur laisser la parole, bien redire aussi, quand je parlais des études territoriales, et rappeler aussi l'articulation qu'il y a avec les autres thématiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment avec le service public de gestion des déchets, bien configurés, les règlements de collecte, etc., qui sont tous des éléments qu'on a bien réintégrés, qui sont bien dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets, avec un souhait des fortes recommandations pour que les collectivités s'engagent sur l'actualisation de leurs documents ou d'en créer, et idem sur la mise en place de leur PLP DMA. Agnès, Hélène. Oui, donc Hélène Colombini. Je reviens un peu en arrière sur les présentations. Il y avait une question qui s'adresse peut-être à toi, Nicolas, ou à Amandine. La part du don, les quantités détournées de biodéchets grâce aux dons à des associations. D'autres questions qui s'adresseraient plutôt à l'ADEME, donc à Marie Boursier. Quelle est la définition du compostage de proximité, à partir de quand, quel est son périmètre, et l'avis de l'ADEME sur les déshydrateurs sécheurs. La réponse a été apportée via le chat par Mathieu Pichon, mais peut-être qu'un avis de l'ADEME qui, me semble-t-il, avait édité une note sur ces équipements il y a quelque temps, donc et donné son avis. Une autre question concernant l'impact économique et environnemental. Est-ce que la différence entre les impacts économiques et environnementaux ont été évalués entre le compostage de proximité et la collecte et le traitement mis en place? Et puis, une question aussi concernant l'obligation de passer en AG pour les copropriétés pour l'installation de composteurs en pied d'immeuble. Est-ce qu'un passage est obligatoire ou pas? Une réponse a été apportée par Jean-Jacques Fasquelle, mais peut-être il faudrait compléter cette réponse, et peut-être qu'un passage en AG est obligatoire. Et puis, une dernière question, est-ce que le nombre de mètres composteurs est recensé en Île-de-France? Est-ce que ce référencement est suivi au niveau régional?
Alors, ça fait beaucoup de questions. Donc, juste sur le don, les quantités de dons, il y a des travaux qui sont menés actuellement au niveau national et auxquels la région Île-de-France participe dans le cadre du pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, effectivement pour bien réidentifier les quantités qui transitent à travers le don alimentaire et les quantités de gaspillage alimentaire, justement. Il y a des travaux qui sont aussi menés par l'ADEME, qui est partie prenante de toute façon des travaux du pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et effectivement, on a aussi des retours de données qui sont plutôt celles des acteurs du don en tant que tel, mais que je n'ai pas sous les yeux. Et s'il y a des présents parmi nous, en tout cas, on n'hésitera pas à renvoyer des éléments. Juste pour redire aussi que sur le portail de l'environnement avec le Smart Service pour lequel il y avait le lien qui était affiché tout à l'heure, on a essayé de réidentifier aussi sur le territoire francilien les sites de compostage de proximité et de toute façon aussi dans le cadre de l'état des lieux qui est mené avec l'ORDIF sur le PRPGD de trouver, d'avoir une cartographie de l'ensemble des réseaux de maîtres composteurs. C'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille et sur lesquelles le RCC souhaite travailler également. Je peux essayer de répondre à la question sur la définition de la gestion de proximité. Du coup, c'est le compostage de proximité, ça comprend le compostage en pied d'immeuble et le compostage de quartier. Donc, compostage de quartier, c'était peut-être plutôt là-dessus que ça portait la question. Est-ce qu'il y a des distances maximum? Alors, je pense qu'il y a des distances recommandées, mais ça va dépendre vraiment de chaque habitat. Et est-ce qu'on est en habitat dense, rural? Est-ce que les gens sont prêts à faire 500 mètres à pied avec leur bioseau pour aller porter leurs biodéchets? Donc non, voilà, la définition, c'est vraiment, je pense, de pouvoir y aller à pied. Sur l'avis de l'ADEME sur les déshydrateurs et les sécheurs, alors en fait, c'est des équipements de pré-traitement, donc ça constitue pas du tout des équipements de traitement, de valorisation des biodéchets, ça produit pas du compost. Donc voilà, attention à pas investir de l'argent dans ces équipements en pensant que ça va composter les déchets. À mon avis, ça peut être une solution dans certains cas très précis, si vraiment il y a des grosses quantités à stocker quelque part avant de les faire collecter, mais globalement, il y a peu de cas où c'est vraiment nécessaire d'avoir ces équipements-là, qui consomment en plus de l'énergie, l'électricité. Maître composteur en Île-de-France, alors là, j'ai pas du tout la réponse. Peut-être que le futur RCC Île-de-France, justement, aura pour objectif de dénombrer tous ces maîtres composteurs et de suivre tout ça. Donc c'est Nicolas, je repasse la parole à Hélène. Oui, pour dire qu'il y a des questions qui ont été posées concernant les lycées. Les réponses seront apportées ultérieurement, ainsi que les réponses à d'autres questions qui ont été posées sur le chat, puisque nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions en direct, mais les réponses seront diffusées ultérieurement avec les présentations et l'enregistrement du webinaire. Ok, dans tous les cas, là, je remets la caméra. On vous remercie tous pour cette première séquence ou session de ce webinaire de la journée. Ce qu'on vous propose, c'est de faire une petite pause technique de 10 minutes pour reprendre à 11h30 pile. Voilà, c'était la bonne diapo. Et en profiter pour rappeler à nouveau qu'éviter que vous puissiez vous évitiez au maximum, même si je me doute qu'il y en a qui ne l'ont pas fait volontairement, mais de récupérer la main pour éviter qu'on ait des allers-retours sur les diapositives justement et que ça soit plus fluide pour les différentes personnes pour pouvoir suivre. Je remercie une nouvelle fois les différents intervenants. On a bien pris en note de toute façon toutes les questions qui sont enregistrées au fur et à mesure, donc on n'hésitera pas à y répondre dans les plus brefs délais, dans la mesure du possible, et renvoyer aussi tous les liens, même si au fur et à mesure, mes collègues Agnès et Nalin et Hélène Colombini en ont envoyé un certain nombre au fur et à mesure de la séquence depuis tout à l'heure. Merci à nouveau à tout le monde et à tout de suite.